Non mais c'est un scandale! Voilà ce que devaient penser les clients quand en 71 BMW leur a proposé de payer plus cher pour avoir une version moins équipée de leur luxueux coupé. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, l'idée de dépouiller et alléger une voiture pour la rendre plus performante était radicale et souvent mal comprise. D'ailleurs, la première génération de 3 litres CSL, la plus légère de toutes et qu'on a avec nous aujourd'hui, n'a trouvé que 169 amateurs éclairés, un nombre dérisoire. Mais les temps ont changé et je vais vous montrer pourquoi il faut aujourd'hui débourser plus de 300 000 € pour s'offrir cette icône désormais très convoitée. Bonjour, je suis Alex Wagner, ingénieur motoriste passionné de BMW et dans ce nouvel épisode des BMistes, on va décortiquer tous les petits détails insolites de la 3 litres CSL, on va vivre ensemble un essai dynamique et puis je vais discerner à ce mythe roulant son BM Score. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc fort. Je crois que j'ai jamais eu autant l'impression qu'une voiture dansait sur la route. Vous connaissez le film Un jour sans fin? Je crois que je pourrais choisir ce moment comme mon moment sans fin. Alors prenez un bon café et installez-vous confortablement pour découvrir une auto fascinante, véritable joyau de l'histoire BMW. Aujourd'hui, bien sûr, il est habituel que les constructeurs proposent des versions hardcore de nos modèles préférés. Ces versions affûtées et allégées sont exigées par le service marketing et se vendent à prix d'or. Mais début des années 70, la démarche était nouvelle, motivée par le besoin de produire 1000 exemplaires d'une version affûtée pour l'homologuer en compétition. À cette époque, Ford dévoile leur redoutable Capri RS 2600, Porsche signe leur légendaire 911 RS 2 litres 7 et BMW s'arme de leur 3 litres CSL. Le badge CSL communique clairement l'intention de l'auto. Coupe, Sport, Leichtbau. Construction légère du coupé sport. L'idée lumineuse était de s'illustrer en compétition pour mieux vendre les versions grande série. C'était le début de l'adage « gagner dimanche pour vendre lundi ». La recette, affûter la mécanique et surtout retirer du poids, beaucoup de poids. Dans le cas de cette 3 litres CSL de première génération, pas moins de 215 kg ont été gagnés sur la balance. Résultat, 1165 kg pour un grand coupé, pourtant initialement bourgeois. En compétition comme en conduite routière sportive, alléger une voiture, c'est le saint graal parce que ça permet de faire d'une pierre pas moins de 8 coups. Aidez-moi dans les commentaires à voir si j'ai rien oublié. En perdant des kilos, on améliore l'accélération, telle que mesurée sur un 0 à 100 km/h par exemple, les reprises, c'est-à-dire la façon dont la voiture va reprendre sur les régimes et les rapports intermédiaires, l'agilité dans les virages sinueux, la puissance de freinage, la consommation. Et même en compétition, la consommation c'est important parce que moins consommer, ça permet d'embarquer moins de carburant et donc gagner encore plus de poids. Et en endurance, ça permet de faire moins d'arrêts de ravitaillement au stand. Les émissions de CO2 vont être réduites parce que proportionnelles à la consommation. Alors évidemment, dans les années 70, on ne savait même pas ce que c'était des émissions de CO2, mais là aussi, les temps changent. L'usure mécanique qui est réduite sur les freins, les pneus, la suspension. Et enfin, un aspect qu'on peut moins chiffrer, l'engagement, le feeling, le toucher de route, quelque chose qui semble compter moins pour nos amis en Tesla. Dans un instant, je vais vous détailler comment les ingénieurs BMW ont fait pour retirer 215 kg de leur beau coupé et lors de l'essai routier, on verra si la belle est devenue infréquentable. Mais d'abord, saviez-vous que la 3 litres CSL était la première véritable BMM? Mise au point pour l'homologation dans le championnat européen de tourisme, elle est l'œuvre d'une toute nouvelle division au sein de BMW, le département Motorsport. C'est pour ça que la 3 litres CSL est considérée par de nombreux BMistes comme étant la première BMM, même si la première à emporter le badge, c'était la M1 de 78. Sa mission, battre la Ford Capri RS 2600, alors dominante en championnat de tourisme. Pour y arriver, BMW a eu l'audace de chasser et de recruter Jochen Nierspach, ex-pilote Porsche, alors chef du département compétition chez Ford. C'est lui qui a développé la Capri dominante et c'est lui qui allait développer la 3 litres CSL qui allait la détrôner. Cocasse, non? Avec leurs ailes gonflées et leur énorme spoiler avant, ces coupés de course surnommés Batmobile resteront à jamais dans la mémoire du sport automobile. Tellement de testostérone et d'agressivité sur une base pourtant initialement délicate et élégante. Et écoutez comment elle hurle.
Et c'était pas que de la gueule, la CSL a remporté le championnat européen de tourisme en 73 et puis encore 5 fois d'affilée entre 75 et 79. Et pour ne rien gâcher, elle a remporté sa catégorie aux 24 heures du Mans en 73 et 74, où la réputation de la division M était faite. Pour voir et entendre évoluer la CSL de course en vrai, rendez-vous au Mans Classique. J'imagine que vous connaissez. Et si vous connaissez d'autres opportunités ou occasions pour la voir évoluer, partageons dans les commentaires. Avant de monter à bord, juste un instant, parce que l'extérieur de cette voiture mérite votre attention totale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour créer leur chef-d'œuvre, la division Motorsport disposait de l'un des plus beaux canevas de l'histoire automobile. Mets un pouce vers le haut si toi aussi tu es fan du coupé E9, comme ça aidera d'autres fans à découvrir cette vidéo. Notre exemplaire du jour porte une robe de couleur orange 1K, plus 70, tu meurs. La ceinture de caisse est basse, ce qui ménage une grande surface vitrée. Et regardez la finesse des piliers A et pilier C, et le pilier B est carrément absent. Ça donne une allure délicate, presque féminine. La poupe ronde en bateau contribue à cette impression d'élégance. Par contraste, l'avant est plus agressif, rentre dedans et trapu, apportant au design une dose de masculin. La calandre inversée semble défier toute logique aérodynamique. Fendre l'air? Pas besoin, moi j'ai de la puissance. La tension du design suggère un mouvement potentiel, comme un chat prêt à bondir. Impression de dynamisme qui est renforcée par l'avant qui, vu du dessus, forme une flèche. Et le regard très assuré des 4 phares ronds complète la gueule de requin. Tu vois ça dans le rétro? Le message est clair. Pousse-toi. On tient sans doute là l'origine de la réputation des conducteurs de BM. Et regardez le dessin du pilier C. Il présente un coude dans sa forme qui caractérise encore aujourd'hui les BMW. Il porte le nom du coude de Hofmeister. À quoi ça sert? Cette forme en coude permet de ménager une certaine surface en tôle qui visuellement donne du poids sur l'essieu arrière. Ça permet de suggérer visuellement l'architecture mécanique de la voiture en propulsion arrière, ce qui est évidemment une caractéristique forte des BM. L'effet de style est accentué par la présence de ces jolis écussons BMW, effet qu'on retrouvera plus tard sur le petit crossover BMW X2. Et venez voir, regardez, dans cet écusson BMW, il y a une grille d'aération intégrée dedans pour l'habitacle. Élégant, non? Le souci du détail est omniprésent. Regardez l'accastillage, cette ligne de chrome qui parcourt tout le tour de la caisse, les montants du pare-brise et de la lunette arrière, les custodes, le petit rétroviseur en chrome et peut-être mon détail préféré, cette poignée. Regardez comme elle est bien intégrée dans la ligne de caisse, c'est élégant. Par rapport au coupé E9 de base, la version CSL se distingue nettement. BMW a adopté le mantra de Colin Chapman, le charismatique fondateur de Lotus, qui disait « Simplify, then add lightness ». Alors Dieu sait quel regard le pauvre Colin aurait sur la Lotus Electra, ce SUV de 2,5 tonnes, mais on s'égare. La CSL a bénéficié d'un programme d'allègement tous azimuts. D'abord, l'acier utilisé pour la carrosserie est plus fin, donc ce n'est pas la voiture à utiliser pour un shooting photo pendant lequel on aurait un mannequin qui se drape lascivement sur la carrosserie, elle pourrait l'abîmer. En plus, certains panneaux de carrosserie comme le capot moteur, le couvercle de coffre et les portières sont en aluminium. Pour abaisser le centre de gravité, des kilos ont été gagnés sur l'ample verrière. Le pare-brise est dans un verre plus fin, les custodes sont en plexi, la lunette arrière plexi aussi. Alors dommage pour le style, mais les custodes sur la version CSL ne baissent pas. Tant pis, le gain de poids est prioritaire. Le pare-choc arrière est en plastique et à l'avant, le pare-choc a été tout bonnement exclu. Pour gagner du poids, on trouve des attaches rapides pour le capot. Le rétroviseur passager a été exclu. Il n'y a pas de trousse à outils. Et détail qui tue, à l'arrière, il n'y a pas de verrou, donc on ne peut pas fermer son coffre à clé. Mais bon, à moins d'être un grand béamiste, quel voleur se douterait que le coffre du 3 litres CSL est en accès libre permanent? La chasse au kilo se poursuit sur la mécanique, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de servo-frein. On verra dans un instant pendant l'essai routier si elle devient pour autant une brute épaisse. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi, en dehors des exigences de sécurité et de confort, les voitures modernes connaissent une épidémie d'obésité sans précédent. Au-delà du gain de poids, la 3 litres CSL bénéficie de modifications techniques visant à améliorer son efficacité.
Suspension au ressort court et amortisseur Bilstein pour mieux contrôler la masse en mouvement. Différentiel autobloquant pour éviter qu'une seule roue ne puisse patiner, ce qui serait au détriment de la motricité. Un rapport de pont plus court, ce qui raccourcit tous les rapports pour favoriser l'accélération au détriment de la vitesse maxi qui de toute façon sur circuit ne serait pas atteinte. Des jantes larges chaussées de pneus Michelin XWX, c'était le pneu utilisé à l'époque par toutes les sportives, que ce soit la Ferrari 365, la Lamborghini Miura, la Maserati Ghibli, la 911 RS 2 litres 7, la De Tomaso Pantera et j'en passe. Et une géométrie spécifique incorporant du carrossage négatif, c'est-à-dire quand le haut des roues se penche vers l'intérieur. Vous savez, c'est comme quand on skie ou en patin à glace, on prend un appui en inclinant le ski ou la lame du patin à glace pour mieux prendre un appui, et c'est au détriment de l'usure des pneus, puisqu'en ligne droite, les pneus vont s'user rapidement sur leur bande de roulement intérieure. C'est pour dire qu'en ingénierie automobile, tout est question de compromis et d'arbitrage, et souvent la performance se fait au détriment de quelque chose d'autre. Visuellement, on reconnaît une CSL à ses écussons CSL, à son striping noir très 70s, à ses jantes Alpina et des passages de roues chromés, ce qui peut surprendre parce que le chrome véhicule souvent une image plus de luxe que de sportivité. Dans un instant, je vais vous montrer comment la chasse au kilo se poursuit à l'intérieur et puis on prendra le volant pour un essai routier, mais d'abord, moteur. Alors le moteur de la 3 litres CSL est inchangé par rapport au 3 litres CS d'origine, mais attention, c'est un moteur de renom conçu par Paul Roche, le motoriste légendaire de chez BMW qui a conçu les moteurs de la 2002 Turbo, le S14 de la M3E30, le M88 qui a équipé la BMW M1 et le S70/2 de la McLaren F1 qui avait comme partenaire motoriste BMW. Notons que le M30 est incliné de 30 degrés, ce qui permet de dessiner un capot plus bas et un avant plus profilé. Mais le fait marquant du M30, c'est sa grande longévité. Il a perduré pendant 27 ans, de 68 à 95, avec comme seule modification son alimentation. C'est dire si ce moteur était bien conçu et il est réputé indestructible. On va voir ce que ça donne tout à l'heure à l'essai en termes d'agrément. L'architecture moteur est aujourd'hui considérée comme classique. Un bloc-fonte, une culasse en aluminium, un simple arbre à cam en tête qui commande 2 soupapes par cylindre, un taux de compression de 9 à 1 et 2 carburateurs double corps Solex Zenith. Résultat des courses, une puissance de 180 chevaux à 6000 tours et un couple de 265 Nm à 3700 tours. De très bons chiffres pour l'époque et on va voir dans un instant au volant si ça suffit encore aujourd'hui. J'ai hâte. Le bon vieux carbu a fait ses preuves pendant des décennies. Réglable avec un simple tournevis, il sert à mélanger l'essence avec de l'air. Pour bien brûler, une part d'essence a besoin de 14,7 parts d'air. C'est ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique. D'ailleurs, quand on voit au cinéma une voiture exploser en boule de feu, on sait que le réalisateur devait jouer aux cartes pendant son cours de chimie parce que faute d'avoir assez d'air, l'essence du réservoir ne peut pas exploser. Mais bref, revenons à notre moteur. Si on s'éloigne trop de ce rapport, alors on génère plein de produits désagréables. Des hydrocarbures imbrûlés et aussi des poisons comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde d'azote. À ne surtout pas confondre avec le protoxyde d'azote, gaz hilarant qu'on peut se voir proposer dans des soirées plus ou moins recommandables. Non seulement le carburateur doit s'occuper de délivrer un mélange proche des proportions 14,7, mais il doit le faire à tous les régimes, toutes les charges, toutes les températures et toutes les altitudes, et ce, sans électronique, avec juste des moyens mécaniques, c'est-à-dire des petits bouts de métal. C'est dingue, non? Ça peut sembler impossible, mais c'est exactement ça que font des carburateurs depuis de longues décennies, et encore aujourd'hui dans des tondeuses et des tronçonneuses. Bienvenue à bord de cette 3 litres CSL de première génération, et tout d'abord un grand merci à Cédric Vasselin de Collection Privée Automobile qui m'a confié cette 3 litres CSL de première génération qui est actuellement à vendre. Cédric a plus de 30 ans de métier et avec Collection Privée Automobile, il a une approche de l'objet rare. Son stock très éclectique est mis en valeur avec un soin tout particulier via des shootings dignes d'un reportage photo et des textes qui fleurent bon la passion. J'ai déjà été client de Cédric à titre personnel, je lui ai acheté ma BMW E31 850i boîte 6, un magnifique exemplaire. Mais revenons à notre CSL. On pourrait croire que le plus grand regret de conduire une voiture aussi belle, c'est qu'on ne peut plus admirer ses lignes une fois à bord.
Sauf que la E9, elle a aussi une beauté intérieure. Ce qui frappe en premier, c'est la surface vitrée. On est comme dans un bocal, c'est aéré, lumineux, tellement agréable. Ensuite, on a une impression de luxe. Alors pas un luxe clinquant, mais un luxe fonctionnel et minimaliste. L'ambiance est sportive. Le vinyle noir qui habille les contreportes, le ciel de toit et le bord des sièges baquets, combiné au velours côtelé noir qui habille le centre des sièges, s'associe bien au bois, apportant un peu de rigueur sportive. L'architecture de la cabine est dominée par cette grande planche en bois qui la traverse d'un bout à l'autre. J'ai l'impression que le bois me connecte à un truc ancestral. Vous savez, ce truc qui fait que c'est tellement agréable à la montagne de loger dans une cabane en bois. Et quand on joue aux échecs, c'est ce plaisir kinesthésique de manipuler des petites pièces en bois. Ça vous fait ça, à vous aussi, le bois? Ou c'est juste moi qui suis un petit peu fétichiste? Je trouve que la forme de cette planche de bord a un charme plus italien que germanique. Avec les 4 compteurs insérés tels des cadrans de montre, ça ne vous fait pas penser à la planche de bord d'un bateau Riva sur le lac de Côme? Et regardez cette fermeture éclair sur la base du levier de vitesse. Le genre de touche stylistique gratuite qui évoque plus la frivolité latine que la rigueur germanique. Ça sert à rien, et c'est pour ça que j'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est quand on s'abonne à ma chaîne. Alors si tu es fan de mes vidéos dans lesquelles je détaille tout comme un geek, alors abonne-toi pour rejoindre le clan des BMistes. Vous vous demandez ce que sont ces espèces de molettes rondes sur les garnitures de portières? Eh bien, elles font basculer les vitres du custode. C'est tellement élégant. Moins raffiné, l'espèce de grille de phonogramme en bois intégrée dans la planche de bord. Sur le coupé E9 de base, ça servait à dissimuler une enceinte. Dans la version CSL, la musique vient du moteur. Alors malgré la démarche d'allègement, faut pas déconner, il y a quand même un allume-cigare bien en évidence et 3 cendriers, un pour le conducteur, un pour le passager et un à l'arrière pour que les enfants puissent fumer. N'oubliez pas, on est dans les années 70, époque pendant laquelle ça clopait au bureau et qu'il y avait dans les avions une zone fumeur. Incroyable. À l'intérieur, on reconnaît une CSL d'abord par ces beaux baquets de marque Scheele. À eux seuls, ils économisent probablement 15 kg chacun. Alors j'ai un petit doute sur l'originalité des appuis-têtes qui servent à protéger du coup du lapin en cas de choc arrière. Si quelqu'un a la réponse, on a des manivelles en lieu et place des vitres électriques. Et du coup, sur la console centrale, on a des caches à la place des boutons de lève-glace électriques. Au fait, est-ce que vous saviez que ça coûte plus cher pour un constructeur de mettre des lève-vitres manuels plutôt que des électriques? Parce que les moteurs de lève-vitres sont des pièces de très grande production qui se vendent pas cher, alors que les mécanismes de lève-vitres manuels sont beaucoup moins diffusés et donc plus chers à fabriquer. Le magnifique volant est spécifique à la CSL, il a une jambe très fine, recouverte de vinyle, et un dessin à 3 branches ajourées qui rappelle le modèle Motolita qui équipe certaines anglaises. Malgré sa vocation sportive, n'oublions pas que la CSL est un coupé 2+2. Et voilà, on peut monter à 4 adultes dans une 3 litres CSL. Enfin, on ne le voit pas, mais l'insonorisation a été retirée de la cabine de la version CSL, mais on va probablement l'entendre pendant l'essai routier. Justement, l'heure est venue de faire cet essai dynamique. Alors excusez le sifflement d'air, les fenêtres ne ferment pas parfaitement. Première impression, on est très bien tenu par les sièges baquets Scheele. Ça donne tout de suite une ambiance sportive qui est confirmée par le volant 3 branches. La visibilité est complètement exemplaire. On a tendance à l'oublier aujourd'hui comment ça fait d'avoir des piliers fins comme ça. C'est très différent par rapport aux voitures modernes qui ont des piliers très épais et une ceinture de caisse très haute. Les vitres latérales dans une voiture moderne en deviennent presque comme des meurtrières. C'est comme si on voulait nous couper d'un environnement hostile et dangereux, alors que là on est connecté avec l'environnement. On est tellement connecté que c'est à moitié comme d'être dans un cabriolet. La CSL et le coupé E9 en général dégagent une grande impression de solidité qui n'était pas typique dans les années 70. Je ne suis pas étonné que la voiture ait réussi à tenir et à remporter sa catégorie aux 24 heures du Mans. On sent une rigueur d'ingénierie, une solidité de conception, c'est top. Alors il faut peut-être parler sécurité parce que j'ai pas de ceinture de sécurité là parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et avec des piliers fins comme ça, je ne donnerais pas cher pour ma vie en cas de retournement ou de tonneau. Et si jamais je heurte quelque chose, ce magnifique volant 3 branches va me casser les côtes et me perforer les poumons.
Mais bon, ce serait une belle façon de mourir, vous croyez pas? La direction est un régal. Le volant fin danse entre mes mains. Dès que je commence à bouger le volant, la voiture réagit. Je la sens légère. On sent vraiment la différence avec la E9 normale que je connais bien puisque j'en ai déjà eu une. Là, on a une impression de légèreté qui est complètement absente de la E9 normale. Il faut dire 215 kg, d'abord c'est énorme, et ensuite en proportion du poids de cette voiture, c'est encore plus. Alors la boîte de vitesse est agréable, précise, légère. Par contre, c'est dommage qu'elle ait que 4 vitesses. On sent que la 5e manque, surtout avec le concours de la CSL. C'est pas une voiture qui va être agréable pour faire de la route sur autoroute. Les freins, pour une voiture des années 70, je trouve qu'ils ont du mordant. Évidemment, par rapport à une voiture moderne, c'est un peu spongieux. Mais compte tenu du poids de l'auto, ça suffit. Ça la ralentit bien. Alors comme souvent chez BMW, il y a une impression d'homogénéité des commandes. Là en l'occurrence, toutes les commandes sont légères, délicates. C'est cohérent. Le toucher de route, lui aussi, est délicat. On sent qu'elle est légère. C'est un châssis qui respire avec la route. Les mouvements de caisse en virage sont bien tenus. Alors, je ne suis pas en train d'attaquer, n'oublions pas, c'est une voiture qui vaut 300 000 €. Et on sent déjà l'agilité. Les suspensions, le compromis confort, comportement est bon. Elle reste confortable, on peut sans problème faire un trajet de longue distance. Elle n'est pas tape-cul, elle n'est pas fatigante. C'est sympa, les automobilistes qui viennent en face me font parfois signe. Je pense que c'est une voiture qui génère beaucoup de sympathie. Le moteur est rond, souple. On tombe à rapport, ça reprend, ça enroule. Voilà, on accélère, on prend de la vitesse. En fait, le truc, c'est que c'est marrant parce que il y a sûrement beaucoup moins de performance pure que, je sais pas, une 120D moderne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Là, on est bercé d'une ambiance. Oh là là. On a l'impression d'avancer vite. Alors, en partie, c'est parce qu'on n'a pas de ceinture de sécurité. On est sur le point de mourir si jamais on sort de la route. Mais ouais, je sais pas, c'est un truc qui est vivant, c'est communicatif, c'est émotionnel. En fait, on s'en contrefout des performances. J'ai pas envie d'avoir plus. Ah, j'adore. Bon, faut que je vous dise, j'ai un peu un problème là, parce que c'est tellement émotionnel comme expérience que j'ai du mal à être objectif. J'ai des images de Hans Stuck en train de décoller sur la bosse au Nürburgring dans les années 70. Et donc j'ai vraiment du mal à être objectif. Ah oui, c'est marrant, il y a très peu de grippe. Je suis sur un rond-point là, on sent tout de suite d'abord l'avant qui chasse, ensuite on lève un peu le pied et l'arrière chasse. Alors comment elle est l'allonge du moteur? Ouais, ça monte dans les tours et on sent que le moteur y arrive bien parce que la voiture est légère. Je pense que dans le coupé E9 de base, aujourd'hui c'est pas assez, mais dès qu'on enlève 200 kg, forcément ça marche mieux. En fait, on sent que quand on a une voiture légère, tout marche mieux. Le moteur reprend mieux, les freins marchent mieux, on a plus d'agilité, le toucher de route devient plus sensuel. Il n'y a que ça de vrai une voiture légère. J'ai la banane. On n'avance pas, mais j'ai la banane. Talon pointe sans problème. Un rond-point, voyons comment elle est. Ouais, on en vient tout de suite à bout du grip. Dès qu'on lève le pied dans un rond-point, on sent l'arrière qui commence à chasser. Il n'y a vraiment pas de grip. Et c'est très bien comme ça.
On sent que la voiture est sur la pointe des pieds, en train de déjà danser, on sent le châssis en train de bouger. Mais on n'a pas envie, en roulage loisir, d'avoir un truc qui est super verrouillé, qui est optimisé pour faire un chrono. On s'en fout. On est en loisir là. Ah, la sensualité du truc. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc fort. Je crois que j'ai jamais eu autant l'impression qu'une voiture dansait sur la route. Ah, c'est tellement agréable. J'ai l'impression de voyager dans le temps. C'est une DeLorean le truc. J'ai pas envie que ça s'arrête. Vous connaissez le film Un jour sans fin? Bah, je crois que je pourrais choisir ce moment comme mon moment sans fin. Ah, je suis heureux comme tout là. Maintenant, voyons comment la 3 litres CSL s'en sort selon le BM Score. En matière de style, la CSL prend comme base l'un des plus élégants coupés jamais dessinés et accentue encore davantage sa présence visuelle, 5 sur 5. En matière de performance, le poids réduit permet au coupleux moteur M30 de propulser l'engin avec réelle conviction, 4 sur 5. En matière de comportement, ça reste un gros coupé et cette CSL préfère la balade sportive à la grosse attaque, 3 sur 5. Le charisme mécanique est remarquable pour une mécanique de grande série. Dommage que la CSL ne dispose pas d'une mécanique plus exclusive, 3 sur 5. Niveau pratique, la CSL est fondamentalement polyvalente si on arrive à faire abstraction à sa grande valeur. Dommage pour les vitres arrière qui restent fixes et le coffre qui ne ferme pas à clé, 3 sur 5. Rapport qualité-prix, ah bah ça, la cote des CSL, surtout la première série, atteint des sommets qui sont justifiés pour le collectionneur par son aura, sa rareté et tout ce qu'elle représente dans l'histoire BMW. Et n'oublions pas que par rapport à sa grande rivale, la 911 RS 2 litres 7, bah c'est moitié prix, 4 sur 5. Ce qui fait un BM Score total de 22 sur 30, soit 73%. Véritable symbole de son temps, la CSL a posé les fondations de ce qui allait être une longue série de triomphes pour la division Motorsport de BMW. Elle a marqué les esprits, si bien que BMW a dévoilé en 2015 son hommage CSL, sorte de concept car produit à 50 exemplaires seulement et vendu pour la somme stratosphérique de 600 000 €. Mais saviez-vous qu'une des 2 hommages CSL du marché français a, il y a 3 mois, été vendue aux enchères plus de 1 million d'euros? Alors on risque pas d'en voir une de sitôt, sauf si un BMiste veut bien m'en prêter une pour en faire l'essai. Maintenant, un dernier mot sur le poids, parce que la légèreté emblématique de la 3 litres CSL tranche avec l'augmentation alarmante du poids des voitures modernes. Au-delà des normes de sécurité et des exigences de confort, qu'est-ce qui explique vraiment cette tendance lourde? Dans ma prochaine vidéo, j'expose la vérité troublante derrière l'épidémie d'obésité automobile. Alors cliquez ici pour découvrir mes révélations d'ingénieur automobile sur cette crise d'embonpoint sans précédent. Ne ratez pas ça.